Bienvenue pour le live Appin du mardi soir. Donc on revient directement, pour faire une introduction, on revient directement du salon à Lyon, du salon Médecine Douce à Lyon, où on a eu le plaisir de faire la démonstration pour notre premier salon euh, Médecine Douce. Et les gens ont pu tester directement l'application sur des transats avec des casques immersifs. Et je ne sais pas si vous avez été au salon de Lyon, n'hésitez pas à nous le mettre sur les commentaires, sur le chat. Ce sera l'occasion de voir si vous avez pu suivre le lien qu'on vous avait proposé sur le salon. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de libération émotionnelle et je commence directement par une question. Pensez-vous être conscient de vos ressources ou êtes-vous anesthésié par le conditionnement de vos croyances et de vos blessures? Voilà, donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les mettre. J'y répondrai à la fin. Alors, c'est l'occasion de faire un live interactif. Voilà. Donc, je vais commencer directement par une histoire pour planter le décor. Une vieille histoire hindoue parle d'un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais les hommes abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le dieu créateur, décida de leur retirer et de la cacher dans un endroit où ils ne pourraient pas la retrouver. Alors les dieux secondaires suggérèrent de l'enterrer profondément, mais Brahma a répondu que les hommes creuseraient et la trouveraient. Alors ils ont proposé au fond de l'océan. Et le Dieu créateur dit non, ils finiront par plonger et la récupérer. Et les dieux, au bout de plusieurs suggestions, s'avouèrent à court d'idées et il n'existait pas un endroit que l'être humain ne soit pas capable d'atteindre un jour. Alors Brahma dit alors, nous cacherons la divinité de l'homme au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il n'ira jamais la chercher. Vous voyez, cette légende en dit beaucoup justement sur la façon dont on se préoccupe de nos ressources intérieures. Et les ressources, nous les avons à l'intérieur, j'en parlerai un peu plus tard. Et l'hypnose donne à l'être humain une réponse à cette légende. L'hypnose, je vous rappelle que c'est un état naturel, donc toute ressource se trouve déjà au plus profond de soi. Et ça, c'est une réponse que je n'ai pas supportée pendant plusieurs années. On m'a dit, mais si tu as les ressources en toi, ben non, je disais, sinon je ne te poserai pas la question. Mais en fait, de quelles ressources parle-t-on? Et depuis la nuit des temps, mais aussi de façon plus concrète, depuis le siècle des Lumières au XVIIIe siècle, l'homme, dans sa conscience intellectuelle, cherche les meilleures solutions pour trouver son bien-être, pour s'éloigner des religions, des dogmes, des sorcières. Et c'est très bien, mais à trop vouloir intellectualiser le bonheur, on s'éloigne peut-être de certaines vérités. En tout cas, en route vers ces nouveaux chemins non explorés, certains iront vers la voie de la domination et de la destruction, là où d'autres iront vers l'unification et l'altruisme, permettant aux générations futures d'évoluer comme des êtres doués de télépathie, de dons de guérisseurs innés ou artistiques. L'homme est au début de sa réflexion sur à quoi sert-il sur Terre et comment être heureux. Et en ce qui concerne le potentiel de l'humain, l'évolution technologique du XXe siècle nous a-t-il éloignés de certains de nos sens? Prenons par exemple la télépathie. Elle a été inhibée par l'utilisation de moyens de communication extérieurs comme le téléphone et aujourd'hui par les messageries électroniques qui ne nous permettent plus de prendre un temps de concentration, d'intention de communiquer avec l'autre à distance. Et comme le SMS d'ailleurs et le téléphone, tellement plus pratique qu'il empêche ces fonctions télépathiques, nos fonctions animales, je dois dire, de remplir leur fonction. Je crois que vous connaissez l'adage qui dit que toute fonction qui n'est pas stimulée tend à disparaître. Et effectivement, tout ce modernisme nous éloigne en fait de nos multifonctions internes qui, du coup, non stimulées, justement, toutes ces fonctions tendent à disparaître.
bah, comme plus quotidiennement d'ailleurs, le réfrigérateur. Il nous permet de manger à n'importe quelle heure, n'importe quoi, à profusion, ne laissant plus à notre corps de digérer. Ouais, vous savez qu'il faut à peu près entre 1 heure et 6 heures pour digérer différents aliments. Et donc, manger toutes les 4 heures, comme nous le faisons dans nos cultures, le corps n'a pas le temps de digérer ce qu'il reçoit. Et alors qu'il n'a pas encore eu le temps de digérer, il reçoit déjà le prochain repas. Donc, il n'a pas le temps de dégrader les aliments, de digérer, d'éliminer les toxines, de se régénérer et de se poser. On ne lui laisse pas le temps nécessaire pour passer toutes les étapes de la digestion, ce qui produit une oxydation excessive du corps, accélère le vieillissement des fonctions digestives, mais aussi des organes. Et toutes ces fonctions-là, vous voyez, même le système digestif, on le sollicite tellement qu'en finalité, on le fait travailler 24 heures sur 24, pratiquement. Et moi, je vous pose la question, aimeriez-vous que votre patron vous fasse travailler 18 heures par jour? Alors, je ne sais pas, je pourrais vous demander de répondre dans le chat directement, si vous seriez d'accord ou pas. Seriez-vous d'accord pour travailler 18 heures par jour, comme nous le faisons pour notre système digestif et toutes nos fonctions? Ben non, bien sûr. Alors, laissez votre système digestif se reposer entre chaque repas. Et en revanche, si vous laissez ce temps libre, votre corps se régénère, s'oxygène, se fait une pause et vous ne vieillissez pas prématurément. Et il en est de même d'ailleurs, par exemple, pour la qualité de notre vue aussi. Notre vie moderne, dans des villes étroites, ne nous permettent pas de regarder au loin. Cet interdit déclenche des myopies qui ne sont pas des maladies, mais un mauvais fonctionnement de nos muscles oculaires. Nos yeux sont aussi abîmés et très sollicités par des outils diffusant des rayonnements, détruisant jour après jour son potentiel de vue parfaite, au point de ne voir ni de loin ni de près. Mauvaise utilisation, encore une fois, des fonctions vitales que nous avons. Et l'individu accepte de nos jours des maladies chroniques considérées comme orphelines autrefois, comme une fatalité suite à l'augmentation du nombre de cas. Et de l'exception, nous sommes passés à l'acceptation et à la banalisation du nombre. Faisons passer ainsi ces exceptions comme des croyances que, de toute façon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et il est temps de comprendre que surexploiter un système l'use s'il n'est pas bien entretenu. C'est un peu comme une voiture de sport que vous solliciteriez trop et qui se dégrade. Mais il y a une solution. Il est en même temps, pour toutes les fonctions régénératrices du corps, excusez-moi, eh bien ce problème, c'est le même problème pour notre psyché. Aujourd'hui, plus que jamais, notre cerveau travaille, pense, crée, mais aussi s'inquiète, se morfond, défaille, stresse. Il est traumatisé jusqu'au burn-out et la sidération qui est le summum du stress. Et plutôt que de se centrer sur des lois de régénération, l'homme, armé de sa connaissance, court vers une médecine soi-disant moderne, où l'intellectualisme orgueilleux a développé une médecine qui masque les symptômes, progresse comme si c'était du modernisme. Il a perdu l'objectif de régénérer le corps par le processus naturel d'auto-guérison et de l'immunité. Il aurait pu prendre l'orientation vers le bien-être, qui lui permettrait de ne pas déclencher ses propres maux MAUX et maladie. Il existe pourtant une science de l'écoute de soi qui permet à tout un chacun de s'orienter vers la santé et le bonheur absolu plutôt que vers la science réparatrice, bien qu'elle soit nécessaire quand le mal est fort, bien sûr, mais ce n'est pas une solution à long terme. Voilà. Donc ce nouveau paradigme donnerait, mais on peut directement se projeter en étant positif, en disant donnera à l'être humain son potentiel d'être créateur de sa vie, de sa bonne santé, de sa créativité, pour donner naissance à des concepts positifs de prévoyance, de protection et d'auto-guérison. En accélérant
Ainsi, les prises de conscience nous permettront d'accéder à notre réalisation et à la puissance de son esprit créateur de bien-être. Car c'est bien notre sujet de ce soir. Et ce qu'il nous faut, c'est nous reconnecter à la résilience. Alors, reconnecter la résilience pour un nouveau départ, c'est le thème. La résilience, c'est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress, pour rebondir et se reconstruire après. Cette faculté n'est pas innée, mais elle trouve ses racines dans l'enfance, dans la relation que les parents entretiennent avec leurs enfants. Une relation sécurisante aidera l'enfant à retrouver la force de s'en sortir. La résilience entraîne des réactions défense-protection. Et l'équilibre face aux tensions, l'engagement défi, qui est un bon remède contre la procrastination. D'ailleurs, procrastination qui est un mal que je vois de plus en plus en séance d'hypnose. Mais d'ailleurs, la procrastination existe-t-elle vraiment en tant que telle? Ou est-ce un symptôme symbolique de désintérêt? Donc, si vous procrastinez, la première question à se poser, c'est est-ce que je fais ce qui a du sens pour moi dans la vie? Et si ce n'est pas le cas, il y a des chances que vous ayez ce comportement de procrastination. Et ce n'est pas un défaut, en fait. Ce qu'il faut se poser, c'est comme question, c'est pourquoi je procrastine? Et est-ce que ce que je fais me plaît ou pas? Y a-t-il plus de contraintes que de plaisir à réaliser une tâche ou un objectif? Alors, comme le disent les questionnaires, si vous répondez oui à une des deux questions, c'est qu'il y a des chances que vous vous dirigez un jour ou l'autre vers la procrastination. Ça m'arrive aussi des fois, parfois, mais comme je me pose cette question, je sors très vite de la procrastination. J'ai répondu à ma question, oui, il y a des contraintes, mais la finalité me plaît. Et dans ces cas-là, c'est OK. Et parfois, la tâche la plus ennuyante, ou souvent la plus difficile à réaliser, parce que je n'ai pas les compétences, font que je vais reculer justement cette étape, qui me coupe de mon élan. Et je mets du temps parfois à trouver la compétence nécessaire pour pouvoir me remettre dans le rythme de ma productivité. Il y a toujours un moment où le courage vous permet de trouver une solution ou de trouver quelqu'un qui peut vous former ou vous renseigner pour évoluer et passer enfin cette étape. Et si vous ne cherchez pas ce qui vous gêne dans votre progression au moment de la procrastination, vous mettez du temps à reprendre votre rythme de productivité et à vous faire plaisir. Donc on est d'accord, procrastination égale souvent un ancrage négatif qui correspond à il y a une contrainte et je ne veux pas passer cette contrainte. Ça ne peut pas toujours dire qu'il faut être à fond, au contraire. Mais il faut se reposer. Ne rien faire n'est pas un problème. Et ne rien faire, c'est se régénérer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous vous rappelez, une pause sert à la régénération. Donc le cerveau a besoin d'une pause pour être plus productif. Et si vous devez prendre un texte, si vous devez apprendre un texte ou un nouvel apprentissage, reposez-vous avant, ou en tout cas, soyez en forme avant cet apprentissage. Donc maintenant, au lieu de dire je me repose, vous pourrez dire je me régénère. Ça sera une belle métaphore que les autres travailleront au niveau inconscient. Moi, parfois, j'envie ceux qui me disent qu'ils s'ennuient, peut-être parce qu'ils disent que et peut-être que s'ils se disent que je me régénérerai, cela leur permettrait d'accéder à un désir de réalisation plus profond et trouverait donc des solutions. Donc, chercher la résilience, c'est une évolution de conscience, de respect de soi, la positivité de soi et la réalisation. Et il n'y a pas plus jouissif que de se réaliser. Quand vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, quelles que soient les contraintes qu'il y a, si vous vous réalisez,
vous êtes déjà presque heureux. C'est aussi simple que cela. Ça y est, je l'ai dit, heureux, c'est l'objectif de chacun. Ne pensez-vous pas? Alors, n'hésitez pas, mettez-moi dans non pas d'accord, mais non pas d'accord à quoi? Ok, on va pouvoir débattre justement. Donc, retrouver les bases de la résilience est un travail qui donne la bonne direction vers le bonheur. L'adulte qui a cette capacité de rebond après un choc est celui qui aura appris à aimer et à s'aimer dans la gaieté et le respect de l'autre, dans un système de polyattachement. Lui envers ses parents, mais aussi envers ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses cousins, ses amis, ses voisins, ses relations, en tout cas toutes les personnes qui nous entourent. Et tout cela crée des émotions positives qui vous enivrent d'hormones. Et l'hormone du plaisir immédiat, c'est la dopamine. C'est comme une vraie drogue, c'est du plaisir de suite. Comme le sucre d'ailleurs. Et c'est pour cela que c'est un réflexe pour beaucoup de gens. Et la sérotonine, elle, est une hormone du bonheur, stabilisatrice de l'humeur dans le temps. Et elle est d'ailleurs très utilisée dans les traitements de la dépression via les antidépresseurs sérotoniniques. Alors, puisqu'on parle d'émotion, comment se crée une émotion? Les émotions sont essentielles pour les êtres humains. Elles sont indispensables à la survie et font partie intégrante de notre constitution. Elles donnent des signaux perceptibles dans notre corps qu'un besoin est satisfait ou non. Donc chaque pensée, chaque comportement, chaque intérêt, chaque désir ou croyance est motivé par une émotion qui elle-même émerge d'un besoin. Et les bonnes émotions représentent une énergie ayant un mouvement de l'intérieur de soi vers la surface, de l'obscurité vers la lumière. Et les mauvaises émotions, c'est l'inverse. C'est une énergie ayant un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et en tant que mauvaise énergie, en nous, elle nous fait du mal. Donc le fonctionnement des émotions éclairé par les neurosciences nous explique que le thalamus, au niveau du cerveau, a pour fonction de recevoir le message envoyé par les centres de traitement des sensations et de transmettre au cortex préfrontal, où il sera associé à un contexte et prendra un sens, émotion ou besoin. Et Merci. pour pouvoir accéder au contexte cérébral, la partie supérieure du cerveau, le message doit être d'abord traduit par le thalamus, qui est comme un décodeur. Alors, il existe un noyau thalamique qui est entre cette ligne médiane, entre le front et l'arrière de la nuque, qui est chargé spécifiquement de percevoir et de transmettre la douleur. Le message va passer par l'hippocampe, qui est impliqué dans le stockage de la mémoire et la remémoration des souvenirs. L'hippocampe va participer à la mémorisation des données nouvelles, ou stimuler la création d'une émotion par le lien avec un souvenir. Donc plusieurs zones du système limbique, différents traitements du message vont converger jusqu'à l'amygdale, un petit organe en forme d'haricot, qui va faire émerger le processus émotionnel le plus adéquat en fonction du degré d'urgence de la situation. L'amygdale permet l'une des formes de notre mémoire, la mémoire émotionnelle reliée à la peur. L'hypothalamus et l'hypophyse sont chargés d'envoyer l'énergie contenue dans l'émotion à travers le corps. Cela se traduit par des modifications dans les sécrétions hormonales et les signes vitaux. Lorsqu'il n'y a pas assez d'émotions par manque de stimulation, ou bien lorsqu'il y en a trop, par excès de stimulation ou par une intensité trop forte de stimulation, notre faculté à raisonner clairement
et à utiliser notre cerveau de manière optimale s'altère. On pourrait donc dire que pour se libérer des émotions, de la peur, de la tristesse, de la colère, il faut libérer cette énergie. Les émotions naissent de la confrontation entre nos besoins et les stimulations externes, interaction avec d'autres personnes, influence de l'environnement comme le contact direct avec les personnes, les bruits, les odeurs, le goût, la température extérieure, la lumière, les couleurs, les formes, les énergies, etc. Et il y a aussi des stimulations internes, comme la faim, l'inconfort, la maladie, la douleur, les ressentis différents. Elles sont d'abord des sensations physiques qui circulent dans le corps sous forme d'ondes énergétiques. Et ces ondes sont reçues par le cerveau qui les traite, les reconnaît et leur donne un sens et leur permet de s'exprimer ou non sous forme d'émotions. Les émotions sont stockées, traitées et gérées par le système limbique, qui est un ensemble de structures cérébrales en forme de cornes de bélier situées au centre du cerveau, sous le néocortex, qui se trouve dans la partie pratiquement frontale du cerveau. Et on y retrouve à l'intérieur l'amygdale, qui est le processeur générateur d'émotions, comme la peur, comme je vous ai dit, des angoisses. Et si une émotion est bloquée dans l'amygdale, parce qu'elle n'a pas pu être encodée par notre cerveau, alors il y a une reviviscence de l'émotion, c'est-à-dire que cette émotion tourne comme une boucle dont nous ne pouvons pas nous défaire. Et elle a créé comme un ancrage qui s'accroche en nous. Et pour nous en défaire de cette émotion négative, le plus rapide est de faire face à l'émotion, pas du souvenir tel qu'il s'est passé, ce n'est pas utile, mais une personne traumatisée n'a pas besoin de revivre une tragédie pour aller mieux, mais si elle travaille sur le ressenti émotionnel, il y a une dilution qui se fait jusqu'à se faire légère, voire supprimer le trauma ou la mauvaise expérience en souvenir sans l'émotion. Le système limbique est constitué en majeure partie de plusieurs organes comme le thalamus, l'hippocampe, l'amygdale et l'hypophyse. Voilà. Ces structures sont liées les unes aux autres et s'influencent mutuellement. Le système limbique a la capacité de condenser l'énergie d'émotion, qui peut se mesurer sous forme de décharge électrique à l'intérieur du cerveau, et jusqu'à une certaine limite. Cette limite dépassée, le système limbique se décharge du surplus d'énergie qu'il ne peut plus encoder assez rapidement dans certaines régions du corps, qui est l'expression symbolique de la problématique générant des symptômes et ensuite des maladies. Lorsque l'émotion est concrétisée émotionnellement, est conscientisée émotionnellement, pardon, ou si elle est trop forte, libérée par la catharsis libératrice, qui est une délivrance énergétique. L'énergie quitte le système limbique pour aller dans le néocortex, qui est aussi le siège du souvenir sans l'émotion. Ainsi, la catharsis a ce potentiel libérateur qui est souvent vécu en état d'hypnose. Et la catharsis est un concept mis en lumière par Aristote, qui, voyant les acteurs sur scène, avait remarqué que certains acteurs jouaient mieux que d'autres les scènes, et il les a questionnés sur leur sensibilité à jouer mieux un rôle plutôt que d'autres. Et il a remarqué qu'ils faisaient inconsciemment une relation émotionnelle avec ce qu'ils vivaient dans leur vie. Et c'est ce qu'on appelle une reviviscence. Et quand une situation vécue dans le passé se réitère dans la vie, jusqu'à ce que vous en preniez conscience, il y a une catharsis. Et Aristote a surtout remarqué qu'au fur et à mesure que les acteurs jouaient le rôle, en fait, ils dégageaient moins d'émotions au fur et à mesure des répétitions. Il en a donc conclu que si une scène
et rejouer dans le cerveau les émotions tragiques s'amenuisent jusqu'à disparaître. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire en hypnose. L'hypnose est reconnue pour être une des meilleures pratiques au monde parmi les thérapies brèves pour régler les émotions négatives. Et dans l'application Happy In, vous retrouvez beaucoup de scénarios pour vous libérer de façon métaphorique et symbolique de vos émotions négatives, de vos comportements, de vos réitérations et des répétitions de comportements. Vous y trouverez des séances d'hypnose, mais aussi le programme 21 thèmes d'évolution qui vous enseigneront les fondamentaux qu'un enfant de 10 ans devrait connaître pour se confronter facilement à toutes les situations de la vie quotidienne et d'être à l'aise avec les interactions sociales, les relations humaines, sentimentales ou toutes les émotions, afin de ne pas s'y engouffrer ou de s'en sortir en tout cas rapidement. Et ces fondamentaux que les enfants de 10 ans devraient connaître, ces fondamentaux, 80% des adultes ne les connaissent pas. C'est une vraie bibliothèque de trésors à intégrer pour les mettre en œuvre dans la vie. Vous changez intérieurement et cela se voit extérieurement. Les autres vous le diront, les traits du visage moins tirés par la colère ou la tristesse, c'est une vraie mine d'or de chirurgie esthétique mentale. Alors entre les séances, les 21 étapes d'évolution et la neuromusique, dont nous avons parlé dans le live de février, que vous retrouverez sur la chaîne YouTube d'Happy In. Donc le cerveau a une capacité d'activer notre pharmacie intérieure pour soulager et guérir, mais aussi nous rendre malades à cause de sécrétions d'hormones corrosives qui nous détruisent de l'intérieur. Ces hormones corrosives déclenchent souvent des symptômes, c'est-à-dire des avertissements. Mais si vous n'écoutez pas ces avertissements, ils deviendront des maladies. Et les mauvaises émotions génèrent un pic de sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, qui mettra 5 heures pour redescendre à un niveau naturel. Ouais. Et l'application Happy In vous prémunit de ces décharges énergétiques, de pensées négatives, car vous aurez avec vous toute une armada de solutions et d'informations pour comprendre vos émotions et permettre à votre corps de retrouver un bien-être intérieur qui vous protégera de ces pics de cortisol. Et je vous rappelle que le cortisol fixe les graisses, donc oui, le stress fait grossir. N'allez pas chercher plus loin, souvent. Bien sûr, si vous buvez 2 litres de bière par jour et mangez énormément de graisse, ne vous posez pas les questions sur le stress. Mais sachez qu'effectivement, la majeure partie des gens qui grossissent sans aucune raison, c'est à cause de ce cortisol qui fixe les graisses. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de maladie tout à l'heure, et sachez que la langue française est une langue très programmante. La maladie, c'est le mal à dire. Et c'est le langage du corps pour parler à votre place quand vous ne vous autorisez pas à exprimer vos émotions par des mots MOTS qui vont du coup s'imprimer dans votre corps en mots MAUX et qui se transforment en symptômes. Donc, vous trouverez dans l'application Happy In une vidéo très intéressante sur le fonctionnement du cerveau dans le programme des 21 étapes d'évolution au niveau des blessures et de la résilience. Et cette vidéo vous parlera justement des 3 niveaux, de notre cerveau en 3 niveaux en relation avec notre état mental émotionnel. Et comme je le dis souvent, l'hypnose favorise le passage des mots et des perceptions du cerveau gauche, ce que j'entends et je comprends, vers le cerveau droit émotionnel, je ressens, j'imagine et je crée. Donc vous voyez qu'effectivement, les émotions, le cheminement des émotions se joue inconsciemment, mais peuvent se contrer et se comprendre en tout cas consciemment avec des outils et des stratégies faciles à apprendre
tant et plus qu'on ait le bon mode d'emploi. Et comment réagit justement le cerveau face à l'hypnose? Ben, le cerveau a une activité bien spécifique sous l'hypnose. Les ondes cérébrales mesurées sont proches de celles d'une personne en méditation. Et c'est l'augmentation des ondes θ. Et les scientifiques ont pu aussi observer l'activation du cortex singulaire postérieur impliqué dans la cognition interne. Et celle du cortex singulaire, c'est un peu des noms barbares, mais c'est juste pour vous expliquer, tout se passe dans le cerveau, et notamment le cerveau gauche, qui contrôle les fonctions cognitives. Ainsi, l'hypnose active des réseaux internes, de la conscience de soi, et entraîne une baisse des réseaux externes, la conscience de l'environnement. Vous voyez, donc c'est le cheminement, ces stratégies permettent de mettre fin à des schémas répétitifs d'émotions négatives. Par ailleurs, l'augmentation de l'activité dans le lobe préfrontal signale une concentration intense, alors que l'activité de la région pariétale droite diminue, indiquant une perte d'intention temporelle et spatiale. Et les zones limbiques, impliquées dans les émotions, sont aussi très actives, contribuant au sentiment de bien-être. C'est tout ce que vous ressentez justement lors d'une séance d'hypnose, scientifiquement étudiée. Certes, c'est un peu barbare, mais autrement dit, durant la transe, le réseau de cognition interne, impliqué dans les pensées indépendantes des stimuli extérieurs, est amplifié. Le cerveau fonctionne comme si la personne vivait l'expérience suggérée pour de vrai et enregistre cette expérience. Et ce mécanisme est très utile, par exemple, pour le traitement des phobies. Voilà le cheminement, les stratégies que sont suggérées par les neurosciences pour vous expliquer les, les comportements et les émotions, la construction des émotions. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais parler un petit peu de l'application. Du coup, dans cette application, vous pouvez. Alors, j'ai pas de slide parce que attendez, hop, on me dit que vous m'entendez pas. Si je pense que vous m'entendez, mais j'ai pas de slide pour vous faire voir cette application, mais je vais vous la faire voir en direct justement sur le téléphone, puisque c'est une application. Et si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, alors j'espère qu'on la voit bien. Voilà, l'application sur le téléphone. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez l'anneau, l'anneau qui me sert d'éclairage. Voilà. Donc vous avez les séances justement avec les modules que vous voyez là-haut, un menu déroulant qui vous permet de trouver des séances sur le sommeil et les troubles du sommeil, des séances pour mincir avec un processus établi en tant que professionnel de l'hypnose. Ce processus est une logique en fait pour le cerveau, ce qui fait que quand vous faites, vous devez faire la première séance avant de faire la deuxième, puis enchaîner sur la troisième, la quatrième. Ainsi, ça vous évite de surfer sur la dernière séance, puis la première, alors qu'il y a une suite logique que j'ai pu établir pour chaque programme. Ensuite, vous trouvez des séances pour cesser de fumer, toujours dans le même concept d'abord de première question, un questionnement. Vous avez 40 questions et ce questionnement va vous donner une synthèse. Là, pour l'instant, elle ne vous la donne pas parce qu'il vous dit qu'il faut répondre à toutes les questions. Donc, je vais ne pas le faire dans l'immédiat, mais sachez que ce questionnaire vous permet de comprendre en fait quel fumeur vous êtes. Après sont suivant justement les séances pour arrêter de fumer. Plus vous écoutez, alors ce programme-là vous permet d'arrêter de fumer à 80% dès la première écoute pour chaque séance. Alors on me demande justement en même temps, concernant l'application, à quelle fréquence recommandez-vous l'usage des séances d'hypnose proposées? Eh bien justement, je vous propose, c'est une bonne question, je vous propose d'écouter en fait une séance par semaine,
le temps que celle-ci s'intègre. Il faut comprendre qu'une séance d'hypnose s'intègre la nuit. Donc elle va générer des nouveaux chemins neuronaux la nuit, c'est-à-dire des nouvelles habitudes. En fait, vous pouvez considérer qu'une habitude est comme un petit chemin à l'intérieur du cerveau. Au début, ce n'est pas une habitude, et plus vous faites la même chose, plus cette habitude devient comme une route, et après une autoroute de l'information. Et donc, il est plus difficile de se défaire d'une autoroute de l'information qu'un tout petit chemin qui est dessiné sur la première sensation d'une expérience. Une première expérience que vous avez, il faut la réitérer plusieurs fois pour pouvoir la faire facilement. Eh bien, c'est pareil, les chemins neuronaux, ce sont des autoroutes, et ces autoroutes, pour changer justement ces fonctions-là, eh bien, il va falloir laisser le temps d'intégration justement de nouveaux messages internes. Après, donc du coup, n'hésitez pas à me poser vos questions et j'y réponds au fur et à mesure. Donc merci Yann, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, pour compléter les blessures, y a-t-il des séances qui évoquent comment ressentir qu'on a des blessures intérieures? Oui, en fait, on pourrait dire que toute l'application répond à, à toutes les blessures. Vous avez à la fois des blessures qui sont génératrices de comportement, puisque vous avez des blessures qui sont traitées au niveau pour cesser de fumer, pour mincir, par rapport au sommeil. Vous avez aussi au niveau de gestion du stress des séances spécifiques par rapport aux blessures. Vous avez après le langage du corps, qui est une thématique qui est en relation avec certaines blessures très spécifiques. Voilà, certaines blessures très spécifiques vont générer un symptôme, et ce symptôme, vous allez pouvoir le retrouver dedans. Ainsi, par exemple, une métaphore que j'adore, qui est en fait la séance s'appelle le papillon bleu, les effets du papillon bleu, et si vous décodez un petit peu métaphoriquement ce qu'est le papillon, où trouve-t-on un papillon en fait dans notre corps? En fait, le papillon, c'est la thyroïde, elle a une forme de papillon. Et pourquoi le bleu? Parce qu'en fait, c'est le chakra de la communication, et le chakra de la communication est bleu. Et c'est toujours plus sympathique d'évoquer symboliquement et métaphoriquement des symptômes plutôt que les nommer directement. Oh, Le cerveau préfère qu'on lui reparle de ses problèmes de façon métaphorique pour pouvoir s'en débarrasser, trouver une autre compréhension, plutôt que d'attaquer le sujet de but en blanc. C'est pour ça qu'on aime bien, c'est pour ça que les films et les histoires, en fait, nous font du bien, parce qu'elles sont métaphoriques. Donc vous allez retrouver, par exemple, aussi des émotions négatives par rapport aux phobies, toutes les phobies, phobie de l'avion, on va traiter toutes les phobies, phobie de l'araignée, on a beaucoup de demandes par rapport à toutes ces métaphores, en fait, qui sont liées directement à des blessures. Et il y a même, par exemple, une séance qui vous parle de comment accueillir une âme. Et cette séance, je l'ai faite pour les femmes qui avaient du mal à tomber enceintes. D'ailleurs, je trouve cette expression un peu dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on devrait s'élever enceinte plutôt que de tomber enceinte. Et en fait, cette séance, accueillir une âme, est en fait une séance spirituelle qui vous permet d'être dans une ouverture de conscience pour pouvoir accueillir et appeler en fait une nouvelle âme. Je vais essayer de couper, je pense que c'est le micro de Josiane qui parle. Alors, attendez, je vais essayer de couper. Bon, s'il n'y a pas trop de bruit, c'est bon, je continue. Il y a des séances aussi pour les enfants. Garde confiance en soi, garde ton lit au sec, la peur du noir, et une jolie histoire qui s'appelle Tismo,
qui est en fait, l'histoire d'un chat et cette, séance, je l'ai faite en fait pour une petite fille qui s'arrachait les cils, et sa mère, ne trouvant pas de solution, alors qu'elle avait fait, 2-3 ans de psychanalyse, de psychothérapie, d'autres thérapies brèves, est venue me voir en me donnant ce challenge. Donc, j'étais pas 100 sûr de moi à l'époque pour, régler son problème, émotionnel. Mais j'ai créé justement une confusion et c'est bien ce que le cerveau adore, c'est faire des confusions et notamment, dans cette séance, le but était de faire la confusion entre le côté soyeux des poils du chat qui appartenait à Cécile, donc la personne propriétaire, on va dire, du chat et les cils justement de la petite fille et du coup faire cette confusion entre le soyeux du chat et les cils, les poils et donc du coup de faire ami-ami justement avec, les poils du chat et les cils de la petite fille. Oui, c'est comme ça en fait on traite métaphoriquement, les séances. Donc ce sont toujours des histoires, fort sympathiques à découvrir, avec une profondeur et une prise de recul, immersive qui est en plus enrichi de musiques qui sont créées par Yannick Fieux avec des sons isochrones qui sont des sons en fait qui permettent au système miroir d'aller plus rapidement en état d'hypnose. Vous pouvez découvrir d'ailleurs ce qu'est un son isochrone en téléchargeant la version gratuite que vous trouverez les liens sur le site happyin.fr et vous pourrez découvrir ce que sont les sons isochrones avec des explications. Et vous pourrez aussi ressentir à quel point justement, juste ces sons isochrones vous permettent justement d'aller en état d'hypnose. Et dernier menu et pas des moindres, le menu 21 étapes d'évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure. 21 étapes, les meilleurs exercices de coaching expliqués de façon ludique. Certains sont à lire et à créer en termes de scénario dans votre vie pour recréer de nouveaux chemins neuronaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et certains sont des exercices interactifs où vous allez devoir apposer des réponses et l'application va vous donner une synthèse sur laquelle il va falloir corriger justement certaines réponses. Et les réponses, vous les avez justement au fur et à mesure que vous avancez dans l'application. Voilà, et vous retrouvez dans le dernier onglet les sons isochrones. Donc, je vous rappelle que sur la version gratuite, vous avez systématiquement toutes les premières séances, les premières musiques et les premiers sons isochrones gratuitement. Et si vous voulez accéder à la deuxième, du coup, vous basculerez sur un abonnement payant de 120 € à l'année, c'est-à-dire 10 € par mois. Autant vous dire que vu le nombre de séances et d'exercices que vous avez, c'est le millième du coût réel si vous deviez prendre des séances avec un thérapeute qui coûte en moyenne entre 70 et 140 € la séance. Donc c'est un grand cadeau qu'on fait à tous les utilisateurs d'Appiin. Et le but était de rendre accessible justement l'hypnose à tout le monde, à tous. Voilà, j'espère que ce live vous a intéressé. Si vous avez des questions, j'y réponds encore. Alors, est-ce qu'il y a en ce moment un moment plus propice dans la journée pour faire les séances? Le soir, du coup, si j'ai bien compris, ben, pas spécialement, Yann. On peut faire une séance le matin, sachant qu'elle va s'intégrer la nuit. Il y a un moment où il ne faut pas faire de séance, c'est le moment où on est fatigué. Pourquoi? Parce que les sons isochrones que vous avez à l'intérieur vont vous amener très proche de l'état d'hypnose. Et si vous dépassez l'état d'hypnose, les ondes θ au niveau du cerveau, eh ben, vous allez aller dans le sommeil et du coup, bah, vous n'entendrez pas la séance complètement. Donc, il y a un mythe qui dit que même si vous dormez, vous entendez, vous intégrez la séance d'hypnose. Non, pas si vous dormez, parce que quand vous dormez, c'est 0% de conscience.
et 0% de conscience ne vous permettent pas d'intégrer au niveau inconscient les séances. Donc si vous vous endormez, il faut refaire la séance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, et oui, s'élever enceinte, effectivement, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, justement? Alors, je crois avoir répondu à toutes celles-là. Un peu plus. À bientôt à tous, et vous retrouverez le replay dans notre chaîne YouTube, comme tous les autres lives. Je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous, et à très bientôt.